Le 22 juin 1941, les aérodromes soviétiques explosent sous une attaque surprise. Des centaines d'avions sont détruits avant même que les pilotes puissent décoller. L'aviation soviétique aurait dû s'effondrer. Au lieu de cela, elle se reconstruit en pleine guerre, produisant des dizaines de milliers de chasseurs, de bombardiers et de véritables chars volants conçus non pour être beaux, mais pour survivre. Des biplans fragiles aux avions d'attaque blindés, ces machines ont conduit l'armée rouge de la catastrophe à la victoire. Voici l'histoire de l'aviation soviétique pendant la Seconde Guerre mondiale. Et si vous aimez l'histoire militaire, n'oubliez pas de mettre un like, de vous abonner à la chaîne, et c'est parti. Parlons chasseurs. Parce que lorsque l'opération Barbarossa a débuté, les VVS, les forces aériennes soviétiques, envoyaient des pièces de musée dans une guerre moderne. Le Polikarpov IS-16. Voici l'ironie. En 1933, cette petite bête trapue était révolutionnaire. Premier chasseur monoplan au monde avec train d'atterrissage rétractable. Les pilotes soviétiques l'appelaient l'Ishak, l'âne. Et honnêtement, en 1941, ce surnom collait parfaitement. Lent, dépassé, sous-armé. Les Messerschmitt allemands les dévoraient au petit déjeuner. Mais voilà le truc avec l'I-16. Il pouvait tourner sur un sou. Les As soviétiques ont appris à former des cercles défensifs, chaque pilote couvrant la queue de celui devant lui. Et quand ils ont accroché des roquettes à ces vieux oiseaux et les ont envoyés contre des cibles au sol, soudain, l'âne avait des dents. Encore plus obsolète était l'I-153 Tchaïka, la mouette, un biplan. En 1941, oui, vous avez bien entendu, alors que tout le monde était passé au monoplan élégant, les soviétiques produisaient encore des biplans recouverts de toile avec train d'atterrissage rétractable. Était-il sans espoir comme chasseur? Absolument. Mais accrochez-lui quelques bombes, lancez-le depuis un terrain boueux au milieu de nulle part, et il devient une plateforme d'attaque au sol descente. Parfois, survivre consiste à trouver un nouveau travail. Staline savait que ces vieilles conceptions de Polikarpov étaient condamnées. Donc en 1939, il a exigé de nouveaux chasseurs. Ce qu'il a obtenu, c'est 3 conceptions toutes neuves, toutes précipitées en production juste au moment de l'invasion allemande. Premier, le MiG-3. C'était censé être l'intercepteur haute altitude du futur. À 6000 mètres, c'était l'un des chasseurs les plus rapides au monde. Problème? Le front de l'Est ne se jouait pas à 6000 mètres. C'était une mêlée à basse altitude. Et là en bas, le MiG-3 volait comme une brique. En 1942, Staline en avait assez. Il a littéralement envoyé un télégramme. Arrêtez de construire des MiG-3. Nous avons besoin de ces moteurs pour les Il-2. Comme ça, la production s'est arrêtée. Le MiG-3 a été relégué aux unités de défense aérienne, chassant les avions de reconnaissance allemands où sa performance en haute altitude comptait vraiment. Ensuite, il y avait le l'AGG-3. Oh là là, ce truc était construit entièrement en bois delta, essentiellement du contreplaqué imbibé de résine. Pourquoi? Parce que les soviétiques n'avaient pas assez d'aluminium. Le résultat était un chasseur qui volait comme s'il était sculpté dans un tronc d'arbre. Lourd, lent, taux de montée misérable. Les pilotes avaient un surnom pour lui. L'Akirovani Garantirovani Grob. Cercueil verni garanti. 6000 cercueils, pour être exact. Mais voilà où ça devient intéressant. Alors que le l'AGG-3 était un désastre, le Yak-1 fut une révélation. Alexandre Yakovlev a construit cette beauté à partir de tubes d'acier soudés et d'ailes recouvertes de toile. Simple, léger, facile à réparer dans un champ gelé avec des outils basiques. À basse altitude, il pouvait danser avec un Messerschmitt et vivre pour raconter l'histoire. Le Yak-1 est devenu la fondation de tout ce qui a suivi. Et ce qui a suivi fut une dynastie. Le Yak-7 a commencé sa vie comme avion d'entraînement, a été converti en chasseur et a tenu bon. Le Yak-9 est devenu le couteau suisse de l'aviation soviétique. Escorte longue distance, destructeur de chars, plateforme de reconnaissance. Plus de 16 000 construits, ce qui en fait l'un des chasseurs les plus produits de toute la guerre. Mais le joyau de la couronne, le Yak-3, léger comme une plume, puissant comme un taureau. En dessous de 5000 mètres, ce truc pouvait surpasser en virage, en montée et en vitesse
presque tout ce que la Luftwaffe avait. Les pilotes français de l'escadron Normandie-Niemen en sont tombés amoureux. Quand ils sont rentrés chez eux après la guerre, ils ont essayé d'emmener leur Yak 3 avec eux. C'est vous dire à quel point il était bon. Maintenant parlons de l'autre dynastie de chasseurs soviétiques, les monstres à moteur radial de Lavochkin. Vous vous souvenez de ce désastre du LAGG-3. Semyon Lavochkin a pris cette même cellule maudite, a arraché le moteur en ligne et y a enfoncé un gros moteur radial costaud. Le La-5 était né. Et soudain, les soviétiques avaient un chasseur qui pouvait se battre d'égal à égal avec le Focke-Wulf 190 à basse altitude. Lavochkin a sauvé son propre bureau d'études, et possiblement sa vie, avec cette seule décision. Le La-5 a évolué en La-7, le chasseur à piston soviétique ultime, 3 canons de 20 mm, aérodynamisme plus pur, performance dévastatrice. En 1945, c'était le chasseur que les pilotes allemands craignaient le plus. Oh, et nous devons mentionner l'I-185, le chasseur qui n'a jamais été. Le chef-d'œuvre final de Polikarpov. En test, il surpassait tout. Les pilotes d'essai allemands qui ont volé sur des exemplaires capturés étaient stupéfaits. Mais la politique et les priorités de production l'ont tué. L'I-185 n'a jamais vu le combat. Encore un rappel qu'à la guerre, la meilleure conception ne gagne pas toujours. Bon, changeons de vitesse. Parce que pendant que les chasseurs possédaient le ciel, c'étaient les Sturmovik qui possédaient le champ de bataille. L'île 2. Staline l'appelait, aussi essentielle à l'armée rouge que l'air et le pain. 36 000 de ces bêtes blindées ont été construites, plus que n'importe quel autre avion militaire de l'histoire. Pensez-y une seconde. L'île 2 n'était pas jolie, il n'était pas élégant. C'était une baignoire volante, enroulée autour d'un moteur, bourrée de roquettes, de bombes et de canons, et envoyée droit dans les dents de la flaque allemande. Les premières versions étaient monoplaces, et les chasseurs allemands les déchiquetaient par derrière. Alors les soviétiques ont ajouté un mitrailleur arrière. Problème résolu? Pas vraiment. Les mitrailleurs arrière des IL-2 avaient l'une des espérances de vie les plus courtes de toute la guerre. Mais ça n'avait pas d'importance. L'IL-2 continuait d'arriver, vague après vague. Les tankistes allemands ont appris à craindre le son de ces moteurs. Quand les Sturmovik arrivaient, vous abandonniez votre Panzer et vous couriez. L'île 10 est arrivée plus tard. Meilleur blindage, meilleur moteur, meilleure défense arrière. Mais il est arrivé trop tard pour avoir un impact réel dans la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, il a prouvé que le concept pouvait être perfectionné. Sukhoi a aussi tenté sa chance avec le Su-2 et le Su-6, mais aucun n'a pu détrôner l'île 2. Parfois, être premier et assez bon bas, être second est légèrement meilleur. Maintenant, les bombardiers. Les soviétiques n'ont jamais misé à fond sur le bombardement stratégique comme les Américains et les Britanniques. Pour eux, la puissance aérienne consistait à soutenir les gars au sol, tactique, immédiat, brutal. Le PE-2 était le cheval de bataille. Bombardier en piqué, plateforme de reconnaissance, chasseur de nuit. Ce truc faisait tout. 11 000 construits, rapide, agile, résistant. Et voici un fait dingue. Il a été conçu dans une prison. Vladimir Petliakov et son équipe faisaient partie du système des Karachka de Staline, des bureaux d'études en prison, où les ingénieurs travaillaient sous garde armée. Concevez un bon avion, peut-être vous serez libéré. Concevez un mauvais, bon, ne pensons pas à ça. Ensuite, il y avait le Tupolev SB. Au milieu des années 1930, ce truc était plus rapide que la plupart des chasseurs. En 1941, cible d'entraînement pour la Luftwaffe. Mais il a fait son travail au début de la guerre, ce qui était plus qu'on pouvait demander de la plupart des conceptions soviétiques. Le Tu-2 est arrivé fashionablement en retard à la fête, mais quelle entrée! Agile comme un chasseur, armé comme une forteresse, Tupolev a frappé un grand coup avec celui-là. Pour le travail longue portée, les soviétiques avaient l'Il-4, anciennement le DB-3. Ces bombardiers ont frappé Berlin en 1941, une frappe symbolique qui a secoué le haut commandement nazi. Bien sûr, ils ne pouvaient pas transporter la charge utile d'un B-17, mais ils pouvaient atteindre profondément en territoire ennemi et revenir. Et puis, il y a le P-8, le seul bombardier lourd quadrimoteur soviétique. Cabine pressurisée, tourelle télécommandée, longue portée.
Seulement 79 ont été construits parce que les Soviétiques ne pouvaient tout simplement pas épargner les ressources. Mais quelle machine! Molotov a même volé dans l'un d'eux pour rencontrer Churchill en 1942. Imaginez être un pilote de chasse allemand, décollant pour intercepter le ministre des Affaires étrangères soviétique à 9000 mètres. Le Yermolayev IR-2 et l'Arkhangelsky AR-2 complètent la liste des bombardiers. Conception solide, production limitée, contribution précieuse. Tous les avions ne peuvent pas être légendaires, mais ils ont tous joué leur rôle. Bon, nous devons parler du PO-2. Sur le papier, c'est l'avion le moins impressionnant de toute la guerre. C'est un biplan d'entraînement. Cockpit ouvert, vitesse maximale, environ 150 km/h, fait de toile et de bois. La Buick de votre grand-mère pourrait probablement le distancer. Alors pourquoi les Soviétiques en ont-ils construit plus de 30 000 et les ont utilisés comme bombardiers de nuit? Parce que parfois l'arme parfaite est celle à laquelle personne ne s'attend. Le PO-2 volait si bas et si lentement que le radar allemand ne pouvait pas le suivre, et les chasseurs de nuit ne pouvaient pas l'intercepter sans décrocher. Les équipages soviétiques, beaucoup d'entre eux des femmes du légendaire régiment des sorcières de la nuit, coupaient leurs moteurs, planaient au-dessus des positions allemandes et larguaient des bombes dans un silence total. L'effet psychologique était dévastateur. Les troupes allemandes les appelaient Nähmaschinen, machines à coudre, à cause du son cliquetant du moteur. Chaque nuit, pas de sommeil, juste ce son qui se rapproche. Puis, boum, répété jusqu'à l'aube. Les sorcières de la nuit ont effectué plus de 23 000 missions, dans des biplans en bois. Sans parachute la moitié du temps parce que la pénalité de poids était trop élevée. Vous voulez parler de courage? Voilà du courage. Chaque force aérienne a besoin d'yeux et de logistique, et les Soviétiques avaient les leurs. Le P-3 était essentiellement un P-2 avec un nez plein et des réservoirs de carburant supplémentaires. Chasseurs de nuit, avions de reconnaissance, touche à tout. Pas glamour, mais nécessaire. Pour le transport, le Li-2 était la version soviétique du légendaire DC-3 américain. Construit sous licence, plus de 4800 produits. Ces avions transportaient troupes, fournitures et parachutistes sur des milliers de kilomètres de front. Ennuyeux, peut-être, essentiel, absolument. Le Yak-6 était un transport léger, simple et en bois, parfait pour les pistes de fortune avancées. Le Che-2 était littéralement une ambulance aérienne, extrayant les soldats blessés de l'enfer et leur donnant une chance de survivre. Allons à l'eau. Le Beriev MBR-2 était les yeux de la marine soviétique, un hydravion qui patrouillait les rivières, les lacs et les côtes. Plus de 1300 construits. Pas rapide, pas glamour, mais il faisait le travail. Le KOR-2 se lançait depuis les navires de guerre, repérait pour l'artillerie navale, et revenait. Le Chedverikov MDR-6 essayait d'être un hydravion meilleur et plus élégant, mais les problèmes de production ont maintenu les nombres bas. Ce n'étaient pas les stars du spectacle. Mais la reconnaissance maritime ne reçoit pas assez de crédit. Les navires ont besoin de savoir ce qu'il y a là-bas. Et ces avions le leur disaient. Les planeurs. Oui, les Soviétiques en avaient. L'Antonov A-7 transportait 7 soldats ou du fret au combat, silencieusement, utilisé lors de la traversée du Dniepr. Le Gribovski G-11 était plus grand, conçu pour le fret lourd. Le KC-20 était un planeur d'assaut blindé avec des meurtrières. Imaginez atterrir sur un champ de bataille à l'intérieur d'un bunker volant. Aucun d'eux n'a vu d'utilisation massive, mais ils ont prouvé le concept. Finissons avec le bizarre et le merveilleux. L'intercepteur fusée BI-1, moteur fusée à carburant liquide. Taux de montée à faire tourner la tête. Le pilote d'essai l'a fait monter, a atteint des vitesses extrêmes, et l'avion s'est désintégré en plein vol. Fin du programme. Le Bisnovat 302 a essayé la propulsion statoréacteur. Le MiG-13, aussi appelé I-250, combinait un moteur à piston avec un booster motorjet. Le Su-5 mélangeait puissance à piston avec assistance fusée. Aucun d'eux n'est arrivé au combat. Mais il vous montre quelque chose d'important. Même en menant la plus grande guerre terrestre de l'histoire, les ingénieurs soviétiques pensaient aux jets, aux fusées et à l'avenir.